Bonjour à tous et bienvenue pour cette première table ronde de la journée. Table ronde qui s'ouvre donc sur cette journée dédiée aux solutions software. Une table ronde qui va donc s'intéresser aux solutions logicielles en lien avec le Modern Workspace. Celles-ci nous ont beaucoup servi durant le confinement. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quels horizons pour ces solutions dans l'espace de travail hybride que nous sommes en train de dessiner pour demain? Quels sont les nouveaux usages qui se dessinent et comment les solutions logicielles sont pensées pour y répondre? Pour en parler, j'ai le plaisir d'être en présence de Marie-Laure Ripoche, présidente de Bechley-Comsoft. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis également avec Agnès Van de Waal, directrice division partenaire et start-up chez Microsoft. Bonjour. Bonjour. Et Hamid Haït-Abouche, directeur Digital Workspace chez VMware France. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis un peu à l'extérieur du plateau. On respecte les gestes barrières. Il y a plus d'1 mètre entre nous. Pour introduire un petit peu cette table ronde, on peut rappeler quand même que du jour au lendemain, il y a un peu plus d'1 an, de nombreuses entreprises ont dû s'adapter donc avec la crise Covid pour permettre à leurs salariés de continuer à travailler mais à distance. On n'est pas encore sur la fin de cette période, on l'envisage quand même plus qu'il y a un peu plus d'1 an. Le travail et le lieu de travail ne sont plus abordés de la même manière aujourd'hui. On voit que ça a accéléré dans certaines entreprises des tendances qui étaient déjà présentes. Ça a aussi créé ces tendances dans les entreprises qui n'envisageaient pas forcément le télétravail. En tout cas, on voit que c'est des réflexions qui sont menées aujourd'hui, que ce soit pour envisager la fin de cette période avec les mesures de restriction et surtout l'avenir dans les prochaines années. Quelle est votre vision à chacun un peu sur le sujet? On va revenir en détail un petit peu sur les grandes problématiques, mais peut-être d'abord pour commencer, Agnès Van de Waal, votre vision du sujet actuellement, de ce retour d'expérience et de la façon dont on va dessiner un petit peu la suite? Alors c'est un sujet qui est passionnant déjà parce qu'on va tout redessiner. Cette période post-Covid, parce qu'on peut maintenant estimer qu'on commence à avoir cette période derrière nous, a donné lieu à une réflexion en fait, des entreprises, des plus grands groupes comme des plus petites, sur la façon dont ils souhaitaient réaborder la collaboration et la productivité de leurs collaborateurs, leur interaction avec leurs clients. Et tout ça remet en fait en question leur transformation digitale, numérique et leur outil collaboratif. On le voyait déjà avant le confinement et très clairement cette période a accéléré d'une manière extraordinaire ces choix et ces décisions. On a pu constater chez Microsoft qu'en fait on a fait en 2 mois ce que les entreprises avaient prévu de faire en 2 ans. Donc, il y a eu une véritable accélération du passage au cloud, mais aussi de repenser sa façon de travailler en remote, à distance, puisque tout le monde a été 100% à distance. Et là-dessus, j'y reviendrai après, mais on a des solutions qui ont été notamment Teams, qui ont été extrêmement utiles pour les entreprises parce que plutôt qu'un simple outil finalement de calling ou simplement de mode de conversation, c'était un outil de plateforme de collaboration qui a permis aux équipes, même à distance, de rester en contact et de travailler ensemble. Alors on va y revenir effectivement un peu sur tous les sujets, puis sur toutes les grandes problématiques qui ont été créées par le travail à distance. Peut-être un mot, Hamid Haït-Abouche, sur la vision également que vous avez de ce retour d'expérience et de la façon dont ça va se dérouler un petit peu pour la suite avant qu'on rentre dans le détail. Oui, bien sûr. Alors, peut-être juste avant comment ça va peut-être se produire, c'est ce dont on s'est rendu compte s'il n'y a pas eu de révolution, c'est qu'il y a eu au moins une vraie prise de conscience. Je pense que le phénomène d'accélération, il est certain. Et on s'est rendu compte qu'en y mettant un peu d'énergie, un peu de focus et quelques moyens, on était capable de faire des choses différemment et de s'adapter. C'était une obligation. Ce dont on s'est rendu compte, effectivement, c'est qu'il y a eu peut-être 3 phases. La première qui était une phase de réaction, c'est-à-dire qu'il fallait prendre des décisions rapidement. Agnès le disait, on a mis en place des outils qui ont permis de répondre à la problématique immédiate. À l'urgence. À l'urgence. Ensuite, on a constaté qu'il y a eu une phase j'appellerais de la consolidation ou de la solidification. C'est-à-dire qu'il y avait des sujets, des priorités qu'il fallait absolument faire durer un peu dans le temps, parce qu'on était un peu dans l'expectative. On ne savait pas trop combien de temps ça allait durer. Et puis une 3e phase, celle dans laquelle on se trouve, que tu viens d'indiquer, qui est maintenant, en fait, comment fait-on pour transformer durablement pour que le modèle dans lequel on va s'inscrire collectivement puisse s'adapter à ce qu'on a vécu, qui est subi,
ou également à ce qui pourra être nécessaire, ce qu'on faisait au quotidien avec nos clients, c'est comment on accompagne les entreprises sur leur propre développement, les nouveaux marchés, les nouveaux métiers, le lancement de nouveaux produits, des nouvelles façons de travailler. Et donc, en ce sens, la technologie va jouer un rôle primordial. Et on parlera aussi du coup des attentes de ces entreprises aujourd'hui. La question, quelles sont les questions qu'elles se posent alors qu'elles ont été obligées pendant un an de travailler à distance, de faire du télétravail. Quels sont les grands enjeux aujourd'hui auxquels elles sont confrontées? Mais juste avant, j'ai envie d'écouter du coup Marie-Laure Ripoche sur votre vision également du sujet de la gestion de crise finalement et de l'avenir qui est en train de se dessiner. Alors tout à fait, c'est vrai que pendant ces 15 derniers mois, peut-être encore plus qu'auparavant, on a énormément écouté nos clients, que ce soit les entreprises privées ou les administrations. Et j'ai envie de dire qu'il y a un mot qui ressort, c'est qu'on a aujourd'hui, on ressent un besoin d'équilibre pour ces entreprises, d'équilibre peut-être sur 3 aspects importants qu'on partage au quotidien avec eux. C'est la flexibilité, donc la possibilité effectivement, comme tu le disais, de pouvoir optimiser cette expérience par rapport à un travail pas forcément à la maison, au bureau, mais aussi en toute liberté, quel que soit l'endroit où on est. Donc la flexibilité, ça ressort dans toutes nos discussions avec les clients. Le besoin inévitable de sécurité, ça c'est certain aussi. On a créé de nouveaux usages où on a développé des usages à l'extrême qui ont peut-être généré pour certaines entreprises des risques et donc les sujets de flexibilité sont importants. Et puis un dernier sujet qui nous tient particulièrement à cœur aussi au sein du groupe Bechley, c'est de redonner de l'humain aussi dans les relations. Alors j'ai envie de dire de la convivialité, flexibilité, sécurité, convivialité. Et c'est vrai que les technologies et toutes les offres de transformation digitale qui sont proposées par nos partenaires, en fait, permettent aussi de remettre de l'humain dans la discussion. Et il ne faut pas du tout opposer, et ça c'est vraiment notre vision, la technologie avec l'humain. On part vraiment sur cette nouvelle dimension et ça va être tout l'objet de notre discussion aujourd'hui avec plaisir. Une nouvelle dimension donc, qui vous concerne directement, une nouvelle dimension, on a parlé d'humain, on a parlé de sécurité, on a parlé de nouvelles organisations au travail. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, vous échangez avec un certain nombre d'entreprises de manière très régulière. On va retourner avec vous, Agnès Van de Waal. Quelles sont les attentes aujourd'hui des entreprises après un an de travail à distance? Déjà, est-ce que les attentes sont les mêmes au sein de toutes les entreprises? Alors, les attentes sont assez similaires, encore une fois, quelle que soit la taille de l'entreprise. Mais je pense que c'est assez paradoxal, parce qu'en fait, on sait à peu près qu'un tiers des salariés ne veulent pas revenir dans la situation d'avant. Ils veulent travailler différemment. Ils ont vécu pendant un an une expérience très différente et ils ne se voient pas revenir toute la semaine en présentiel. Ou en tout cas, ils se posent la question de leur utilité d'être seuls devant un écran au bureau, alors qu'ils ont vu qu'ils avaient gagné en productivité finalement à distance. Oui. Mais en même temps que cela, ils ont besoin, ils ont besoin, et c'est exactement ce que disait Marie-Laure, de cette convivialité, de cet échange, de l'humain, de la créativité qui est associée en fait, à ces échanges qui sont spontanés et qu'on a eu plus de mal peut-être à garder à distance. Et puis, il y a quand même cet équilibre vie privée, vie personnelle, vie professionnelle qui est extrêmement important. Et on a aujourd'hui 2/3, finalement, des salariés qui se disent vouloir conserver cet équilibre qu'ils ont réussi à trouver. Donc, plus personne n'a envie de passer 1 heure le matin dans les bouchons pour finalement se retrouver seul, encore une fois, devant son PC. Donc, si on va aller en entreprise, c'est pour rencontrer les autres, c'est pour être productif ensemble, collaborer ensemble, échanger. Mais s'il y a des moments dans ma journée professionnelle où je n'ai pas ce besoin d'échange, je peux très bien le faire à distance. Et c'est là que vient toute la notion du monde hybride. Et en fait, la croyance forte que nous avons chez Microsoft, c'est qu'on ne reviendront pas comme avant, mais on va finalement avoir un mix entre présentiel et distanciel, avec des outils qui le permettent, qui sont extrêmement adaptables, qui sont inclusifs. Parce que quand vous êtes dans une réunion où il y a la moitié finalement des collaborateurs qui sont ensemble autour d'une table et d'autres qui sont à distance, il faut que ceux qui soient à distance derrière l'écran soient aussi inclus fortement dans la discussion et ne se sentent pas exclus comme parfois ça peut apparaître. Bien sûr, oui. Donc ce sont des enjeux qui sont très importants. Tout le monde soit au même niveau effectivement dans la discussion. Garder cette homogénéité finalement au sein de la discussion et de la collaboration et ce sont là les enjeux. Je reviendrai aussi sur ce que disait Marie-Laure, enjeu de sécurité. On l'a vu pendant la crise sanitaire, le fait de mettre beaucoup de collaborateurs à distance, ça crée des failles de sécurité. On utilise des outils parfois personnels. Et donc les entreprises ont eu à repenser aussi leur politique de sécurité. Et ce qui est important, c'est d'avoir une approche finalement globale, à la fois sur ces outils de collaboration, de productivité et de sécurité.
Hamid Aït-Abouche, même question du coup sur un peu les attentes qui se dessinent. Est-ce que ça correspond à ce que dit Agnès Van de Waal dans les échanges que vous avez avec les clients, du coup, ces notions, donc évidemment de sécurité, mais on ne reviendra plus au travail de la même manière qu'on l'avait du coup, je ne sais pas moi, en 2018, 2019 ou 2017 ? Oui, c'est certain. On constate exactement la même chose. Alors, sur des aspects, j'allais dire, de sécurité, de qu'est-ce qu'on doit effectivement mettre en place, c'est une quasi-évidence. Ça existait de façon très prégnante avant, c'est devenu indispensable aujourd'hui. Autant les directions de la sécurité du système d'information étaient présentes dans les projets, aujourd'hui, elles sont omniprésentes. C'est-à-dire qu'on a un projet avec un pan sécurité à part entière, soit effectivement on a un fil rouge et on a effectivement la sécurité qui va être là à tout bout de champ, j'ai envie de dire. Et donc ça c'est une certitude. Et donc c'est la vraie crainte aujourd'hui des entreprises, c'est la sécurité. C'est-à-dire que crainte, la sécurité en fait... En tout cas, le premier enjeu presque pour la continuité du télétravail. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un enjeu majeur en fait, qui intervient dans un équilibre nécessaire. L'équilibre, c'est apporter aux collaborateurs la capacité de faire son travail, alors on le disait, avec la possibilité de profiter un petit peu de sa vie privée, d'être capable d'être toujours productif, et aussi s'adapter aux nouvelles contraintes qui vont être imposées. Donc ça, c'est d'un côté de la balance. Donc c'est apporter de la simplicité, de la facilité, de la rapidité d'exécution. Par contre, de l'autre côté, c'est sans compromis pour la sécurité, parce que les problématiques de hacking, de blocage d'une entreprise complète parce qu'elle aura été ransomée. Ce qui est arrivé d'ailleurs, les ransomware ont explosé pendant la période, justement. Absolument. Pourquoi ? Parce qu'on le disait tout à l'heure, en fait, on a mis en place des solutions, j'allais dire, rapides, sans prendre le soin effectivement de verrouiller, cadrer la totalité des éléments qui constituent la sécurisation de l'ensemble. Donc c'est un enjeu qui est déterminant parce qu'il est le point d'équilibre de ce que l'on veut apporter en termes de facilité. Donc ça c'est une évidence, en tout cas nous on le constate de plus en plus. Et puis après, il y a des aspirations, enfin, on le voyait plus sur un plan personnel. On a beaucoup de projets, nous, sur lesquels on voit arriver un pan qui concerne l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on veut, c'est que l'utilisateur soit capable de faire son job le mieux possible et de la façon la plus productive qui soit. Par contre, on veut aussi lui amener la possibilité de le faire sans qu'on lui demande plus de contraintes. Donc il y a une sorte de bien-être, je crois que c'est toi qui en parlais, de bien-être du collaborateur. Pourquoi ? Parce que le modèle étant différent, on va devoir en permanence restaurer des équilibres. Tu disais aussi qu'on a des gens qui vont être en télétravail, d'autres qui seront en présentiel. Ce n'est pas simplement de dire je mets un Teams pour que chacun puisse travailler. C'est aussi comment je fais pour que les bonnes personnes soient en même temps au bon endroit et au bon moment pour qu'on puisse retrouver cette intelligence collective qu'on a un peu perdue. Donc voilà, ce sont ces équilibres aussi qu'il va falloir, sur lesquels il va falloir être très très attentif. Et cette gestion du coup du lieu de travail hybride entre présentiel, distanciel, parce qu'on peut effectivement en fait revenir au bureau mais ne jamais croiser les mêmes personnes pendant 8-10 jours. Il faut quand même qu'on puisse travailler en collaboration avec ces personnes-là. Marie-Laure Ripoche, vous vous retrouvez finalement dans les attentes là, qui émergent ? Absolument. Les usages en fait, dans l'entreprise vont être différents, qu'on soit à la maison, qu'on soit en déplacement, qu'on soit au bureau. On ne va pas forcément travailler de la même manière. En même temps, quand on est à la maison, on ne veut pas passer des heures ou des minutes à s'installer. Il faut qu'on ait cette expérience utilisateur où on retrouve finalement sa norme, son mode de fonctionnement. Donc c'est tout le challenge en fait d'un côté de bien comprendre l'usage de tel ou tel client, de s'y adapter, de proposer les technologies, de pouvoir aussi envisager les futurs usages, parce que là, on parle finalement d'une situation où on se dit, on sort de ces 15 mois, on voit le bout du tunnel, comme on nous dit, et en même temps, la technologie évolue sans cesse. Donc, les futurs usages vont aussi continuer à évoluer. Donc, toutes ces écoutes et cette collaboration et ces échanges qu'on peut avoir avec nos clients en mode solution, en fait, est le plus important. C'est-à-dire que
Auparavant, on allait vendre, nous, un mode de contrat de licence avec certes une expertise, une très bonne connaissance. On parlait beaucoup de compliance. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'usage. Il ne suffit pas à un moment donné d'être présent chez le client à un moment de signature ou de contractualisation. Il s'agit vraiment de comprendre cette utilisation. Et effectivement, le challenge, c'est qu'on retrouve des choses identiques dans tout type d'entreprise et qu'en même temps, chaque client est différent. Comme nous, on l'a vécu à notre propre échelle dans nos entreprises quand il a fallu s'adapter. Donc c'est vrai que les critères, on va dire, d'agilité, et je sais que c'est le cas aussi chez VMware et chez Microsoft, sont extrêmement importants. Et cette écoute, voilà, on y revient. Mais vraiment, l'analyse de l'usage et du futur usage, pour moi, c'est essentiel pour réussir en fait la transformation digitale de nos clients. Alors vous avez un dessin qui apparaît en même temps de nos échanges, qui du coup plusieurs dessins vont être croqués par Philippe un peu tout au long de la journée, qui vient illustrer finalement les enjeux actuels. On voit énergie, écoute, simplicité, convivialité, sécurité, ça en fait des sujets à traiter aujourd'hui quand on est en télétravail. Et puis du coup, il y a l'organisation. Okay, on a compris qu'on ne reviendra pas au bureau de la même manière. On a compris qu'il y avait certaines entreprises même qui sont aujourd'hui dans des démarches d'encadrer le télétravail, de décider si on est sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours ou autre. Pour autant, ça se prépare au niveau de la DSI et on est dans une table ronde qui s'intéresse aux solutions logicielles. Donc, Agnès Van de Waal, vous mentionniez Teams tout à l'heure. Bon, c'est vrai que on ne va pas forcément citer les autres, mais ça fait partie quand même des noms qui sont sortis assez régulièrement quand il a fallu se réunir et collaborer à distance du jour au lendemain lors des mesures de restriction en France. Est-ce que ça suffit? On s'arrête là, on se dit, ok, il faut une solution de visioconférence pour qu'on puisse discuter à distance. Et puis c'est bon, le télétravail est organisé, on a son PC, sa caméra, sa solution de visio et ça s'arrête là. Donc bien sûr que ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Surtout que Teams, c'est bien plus qu'une simple solution de conférence. C'est vraiment une plateforme collaborative. Pour vous situer un petit peu Teams, on est passé de 40 millions d'utilisateurs actifs à 145 millions en 1 an. Donc il y a eu une explosion. On fait partie des plus fortes croissances du marché. Et pourquoi? Parce que justement, ce n'est pas simplement pour téléphoner avec un écran. Bien sûr. L'idée, c'est de faire collaborer les équipes le plus possible en leur laissant la possibilité de ne pas avoir 35 outils différents à gérer à distance avec toutes les problématiques que ça peut entraîner. Donc faciliter, on en parlait et Marie-Laure le disait, l'accès et l'usage de l'outil. Et puis, encore une fois, collaborer. Il n'y a aucun doute, tout le monde a été plus productif à distance. On enchaînait les calls, ils étaient plus courts, plus crisp, on allait directement au sujet, on n'avait pas de temps de transport, etc. Après, est-ce que la créativité restait au même niveau? Et c'était là qu'était l'enjeu. Parce qu'on sait qu'on a par contre un peu perdu en créativité et qu'il y a beaucoup d'outils qui ont été importants à mettre en place. Donc au niveau par exemple d'un tableau blanc partagé où les équipes peuvent brainstormer ensemble, mais aussi ouvrir, et je pense que c'est Marie-Laure, tu as tout à fait raison de dire l'ouverture de l'outil et la façon dont il doit évoluer avec le temps. On n'est pas figé dans les innovations. Le gros avantage de Teams, c'est qu'on est aujourd'hui une plateforme ouverte. On accueille beaucoup de partenaires développeurs qui ont créé leurs solutions pour Teams. Je pense par exemple à Klaxoon, qui permet de brainstormer ensemble. Vous posez vos post-it, vous pouvez rebondir sur l'idée d'un autre, comme si vous étiez dans une salle en fait en plein brainstorming. Et c'est un outil qui a été extrêmement utilisé, qui est directement intégré dans Teams. Vous n'avez pas besoin de sortir de Teams pour l'utiliser quand vous êtes avec toute votre équipe. Certains peuvent être en visio, d'autres vont vouloir simplement être par écrit. Donc c'est une grande liberté d'action et surtout ce fait que ça soit ouvert en toute sécurité, parce qu'encore une fois, dès qu'on est en remote, il y a l'importance de la sécurité qui est clé, a fait que ça a été un outil plébiscité. Et le volume de données en fait, qu'on partage finalement, avec ces nouvelles méthodes de travail, comme tu le dis, en étant à domicile quelque part, on gagne de la productivité et en même temps, on a tellement de sources d'informations qui nous sont partagées, qui font que, et évidemment, toutes ces solutions doivent être ouvertes pour qu'on puisse aussi interagir finalement avec d'autres outils. C'en est un, c'est vrai que c'est nécessaire. On a eu aussi ce feedback de clients qui disaient, mais finalement, je suis submergée en fait et d'informations, donc c'est le côté positif, je gagne du temps en étant à domicile, mais en même temps, j'ai besoin de structurer les choses. Donc, tous ces outils, en fait, sont beaucoup
beaucoup plus important que juste l'échange, on va dire, visuel ou le meeting en tant que lui-même. C'est aussi toute la capacité derrière de retourner à aller chercher l'information, avoir des canaux de communication par équipe. Nous, on a adopté vraiment, mais du jour au lendemain, en fait, ces usages, et on vient de les adopter pour l'ensemble du groupe Bechley d'ailleurs. Donc, c'est une bonne idée. Là, c'est live partout. C'est maintenant cet outil vraiment exclusif, et c'est très marquant en fait chez nos clients, finalement, ce besoin d'aide et de structuration en fait du télétravail ou du modern workplace, plus exactement. Sans changer complètement ses habitudes. Exactement. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de ne pas dire aux entreprises vous allez travailler différemment à partir de maintenant, etc. Les entreprises étaient habituées. Il y a déjà eu pas mal de révolutions salariales. Elles étaient habituées à certaines solutions, à certaines habitudes de travail. Et je pense qu'il faut quand même qu'il y ait ce change management, cette transformation qui se fasse, mais en douceur aussi. C'est violent de tout d'un coup de se retrouver chez soi, d'avoir à appréhender de nouveaux outils. Donc c'était important de garder cette ouverture vers des outils sur lesquels les entreprises avaient l'habitude d'utiliser et de petit à petit en découvrir de nouveaux. Donc on a des innovations toutes les semaines, des nouvelles fonctionnalités qu'on met en avant, et puis voilà, on les adopte à son rythme. Et là-dessus, on y reviendra, je pense, sur l'adoption qui est clé. Donc des solutions logicielles qui doivent évoluer, des solutions logicielles qui doivent finalement réussir à travailler les unes avec les autres, même si l'idée c'est pas d'en avoir 50 000, mais c'est quand même faire en sorte que du coup ça fonctionne quand on met plusieurs briques ensemble, ça fonctionne. C'est votre vision également, Hamida Itabouche, sur les attentes des entreprises aujourd'hui dans la construction de ce modèle Modern Workspace? Oui, complètement. Je reprendrai d'ailleurs deux éléments qui ont été cités à la fois par Marie-Laure et par Agnès. C'est la plateforme, parce que quand on parle de plateforme, on s'inscrit volontairement dans quelque chose qui doit être partagé, ouvert, et qui doit permettre effectivement des allers-retours. Et le second, c'est effectivement les cas d'usage. C'est-à-dire que pour être certain de répondre à la question que vous posiez, est-ce que si j'ai mis un outil collaboratif, est-ce que j'ai réglé mon problème? Non, parce que si on met l'utilisateur en fait au centre du dispositif, et qu'on se pose la question de savoir quel est son job, en fait, qu'est-ce qu'il fait au quotidien, de quoi il a besoin, de quoi il va avoir besoin demain, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va falloir faire évoluer, quels sont les sujets qui posent problème aujourd'hui, et qu'ensuite, à la lumière de cela, on se dit qu'est-ce que la technologie peut apporter dans ce contexte-là. C'est-à-dire que si on est bien dans ce sens-là et dans cette séquence, effectivement, on va considérer les usages et la productivité et comment je sers le business au moyen de la technologie qui, elle, va être le moyen d'y parvenir. Et donc, on a effectivement besoin que ces solutions soient, j'allais dire, ouvertes et qu'elles partagent. Alors, c'est le cas effectivement de la plateforme VMware dans le contexte de la modernisation de l'environnement utilisateur. Et d'ailleurs, on a des exemples précis. Alors, on le fait de façon pragmatique sur le terrain, d'accord ? C'est-à-dire que quand on intervient sur un projet en commun, on va essayer d'adresser auprès de notre client la totalité de la chaîne. Donc il va falloir, à un moment donné, s'intégrer avec des solutions qui soit sont déjà en place, soit sont prévues d'être en place avec le projet, auquel cas, de façon pragmatique, on va le faire. Et généralement, d'ailleurs, les intégrateurs nous aident dans ce sens. Et puis on le fait aussi de façon stratégique. C'est-à-dire qu'avec Microsoft, par exemple, on a des développements communs qui sont faits depuis maintenant plusieurs années et qui... C'est même pas à la DSI de faire en sorte que les solutions s'imbriquent, c'est que vous vous mettez en relation entre vous directement pour dire que ça fonctionne. On facilite le travail parce que... Le travail en amont. Parce qu'on sait que ça va être demandé, parce qu'on sait que ça devient une évidence également quand on intervient sur la transformation de ce type d'environnement. Et donc, du coup, on a une offre... en commun, qui permet de mettre à disposition des postes de travail et de l'application virtuelle publiée dans des environnements Azure Microsoft. Donc ça répond à des problématiques clients qui veulent parfois héberger chez eux, mais d'autres fois dans le cloud, rendre peut-être plus proches les infrastructures qui vont tourner avec les applications qui vont être servies pour les utilisateurs. Donc j'allais dire que c'est un triptyque gagnant. On travaille en amont, on fait en sorte que ce soit le mieux présenté, perçu possible, et ensuite on l'intègre en commun avec nos partenaires, et ça fonctionne plutôt bien.
On a un nouveau dessin là qui vient illustrer toujours ce qu'on se dit, donc des solutions innovantes, ouvertes, réunir les bonnes personnes au bon endroit au bon moment, avoir les nouveaux outils, l'expérience collaborateur, bien-être, analyse de l'usage. Bon, on sent que Philippe a bien compris les enjeux et que je pense qu'on ne pourra pas tous les traiter. Mais une question que peuvent se poser les DSI qui nous regardent, c'est: il y a eu la gestion de l'urgence, il y a eu des solutions logicielles qu'on est allé chercher un peu du jour au lendemain ou qu'on avait déjà, il y a eu une organisation qui a été mise en place. C'était pour 1 mois, 2 mois, 1 an. Là, on est sur une organisation à beaucoup plus long terme. Est-ce qu'il faut défaire ce qui a été fait pour le refaire autrement? Est-ce que ça remet en cause le plus long terme? Vous parliez, Agnès, par exemple, de cette perte de créativité. Alors, est-ce que c'était lié au moment? Est-ce que c'était lié aux outils? Est-ce que c'était lié à l'urgence? Est-ce qu'on peut partir de l'existant, même si on ne connaît pas l'existant de toutes les entreprises, mais on imagine quand même qu'il y a eu une organisation un peu similaire, pour préparer demain? Alors, oui, tout à fait. On va repartir de l'existant. On ne reviendra pas en arrière. On ne reviendra pas en arrière. Non, ça nous a profondément changé cette période quand même. On le voit bien tous les jours dans notre vie personnelle déjà et professionnelle ensuite. Et je pense que là, les DSI ont un rôle qui est capital et qui est passionnant. C'est-à-dire qu'au-delà d'un choix technologique, ils ont toute une approche du changement à faire au sein de leur entreprise. Et ils ont un rôle donc stratégique et majeur. C'est-à-dire qu'ils doivent projeter en parallèle de la stratégie de leur groupe, de leur entreprise. Où est-ce que j'ai envie d'emmener l'entreprise à 3 ans, à 5 ans? Quel sens je vais donner aussi à mes salariés, à mes collaborateurs sur leur façon de travailler? Il y a une énorme attente, il ne faut vraiment pas la sous-estimer là-dessus. Oui. Et donc, on ne reviendra pas. Donc, il faut capitaliser sur toute l'innovation qui a été mise en place pendant 1 an, parce que ça a été une période où ça a fourmillé énormément. Il y a eu plein de solutions. Ils ont fait un travail, DSI, mais juste phénoménal pour, encore une fois, sécuriser, mettre en place les bons outils, équiper tout le monde à distance. On a vu donc fleurir beaucoup d'offres et ils doivent capitaliser là-dessus pour l'étape d'après. On est en pleine reprise économique. Là, aujourd'hui, la priorité, c'est redémarrer l'économie française, retrouver un niveau de croissance pour toutes les industries, pour toutes les tailles d'entreprise, des plus petites aux plus grandes. Et le DSI, la transformation numérique, va être clé là-dedans. Donc, on recapitalise sur tout ce qui a été mis en place. On se projette plus loin, finalement, pour se dire comment je vais travailler mieux, avec du sens, encore une fois, et en lien avec les valeurs du groupe et de l'entreprise. Et donc, le DSI se retrouve au sein d'un programme de ce qu'on appelle le fameux change management, c'est-à-dire transformation des habitudes, de la collaboration. Et je pense que, et Marie-Laure va en parler très bien, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives chez Bechley-Comsoft à ce sujet, il faut maintenant que les partenaires intégrateurs appréhendent aussi, ne vendent plus que simplement une solution technique et logicielle, mais appréhendent ce changement et cette transformation. On a une offre commune, qui est Immersion 365, que Marie-Laure, vous avez mis en place dans votre groupe, qui propose une journée d'accompagnement pour les entreprises, pour repenser la façon dont, tu le disais, travaillent les collaborateurs. Chacun a une mission un peu différente, dont ils ont envie de travailler différemment, et leur faire prendre conscience de la valeur de l'outil qu'ils ont entre les mains. Parce que c'est connu, on n'utilise toujours que 20% ou 30% de la capacité de son outil. Et donc, l'idée, c'est de, pendant une journée, travailler avec chaque entreprise qui a à chaque fois des besoins très spécifiques pour mettre en place et être pleinement, finalement, efficace dans la mise en place de sa transformation numérique. Si je comprends bien, Marie-Laure Ripoche, ce que vient de nous dire Agnès Van de Waal, c'est qu'il y a même un changement de rôle du DSI qui était déjà quand même, qui avait un rôle de plus en plus présent au sein des entreprises et même au niveau des directions parfois stratégiques ou en tout cas des décisions stratégiques qui pouvaient être prises. Là, le rôle devient encore plus essentiel. Comment est-ce qu'on accompagne finalement ce changement de rôle du DSI? Parce que demain, une entreprise veut avoir une activité, elle est obligée de solliciter sa DSI puisque de toute façon, ça va presque devenir un enjeu de marque employeur de proposer du télétravail demain. Elle est obligée effectivement d'impliquer encore plus sa DSI, mais aussi ce DSI va devoir travailler avec les métiers, avec les ressources humaines, avec le marketing, les sales pour comprendre véritablement quels vont être ses usages. Il va devoir aussi travailler d'un point de vue budgétaire par rapport à justement l'évolution de son entreprise et son évolution technologique dans les 3 à 5 ans. Donc pour ça, il a inévitablement besoin d'avoir en face de lui pas des gens qui sont juste là effectivement pour lui
lui vendre à un moment donné une solution, mais qui sont dans un mode beaucoup plus faire réussir finalement le client en tant qu'entreprise ou encore une fois les collectivités. On en parlera peut-être un peu plus tard. Nous, on a carrément créé des nouveaux rôles finalement chez nous avec des Customer Success Managers qui ne sont pas, on va dire, incentivés chez nous sur la vente, mais sur le succès de leurs clients, c'est-à-dire par exemple sur le déploiement des solutions, sur le fait qu'il y ait vraiment une adoption réelle des technologies au sein de l'entreprise et non pas sur le fait qu'on va travailler juste sur des commandes complémentaires à processer chez ce client. Donc c'est un changement aussi complètement d'état d'esprit et d'approche par rapport à la relation aussi commerciale. Alors on avait déjà amorcé ça avant la crise du Covid, mais on a investi énormément là-dessus. On a aussi des rôles en fait où on va vraiment définir finalement quels sont les profils, les types de métiers qu'il y a dans l'entreprise. On ne va pas apporter la même solution à tout le monde, ce qui permet clairement pour un DSI d'être sécurisé par rapport à son discours vis-à-vis d'une direction générale sur justement une utilisation, un ROI qu'il va avoir véritablement par rapport à ses choix technologiques, mais en étant assuré qu'il y ait cette adoption. Et donc, c'est vraiment un cycle complet qui va de l'analyse, finalement, on disait des usages, des futurs usages, finalement, parce qu'on reste quand même dans le business sur les meilleures méthodes aussi d'acquisition, finalement, des solutions, parce qu'il y a plusieurs sortes. On peut avoir beaucoup de flexibilité et donc d'optimisation aussi des coûts et de l'usage par rapport aux différentes solutions de VMware et de Microsoft. Et donc ça, c'est important d'avoir des experts, mais surtout de s'assurer que derrière, il y a ce déploiement, cet usage, et puis qu'on reste ouvert demain sur des changements qui peuvent intervenir avec une évolution naturelle de nos clients. Donc oui, c'est un changement finalement d'approche et ce rôle de Customer Success Manager, il est vraiment au cœur finalement du service et de l'approche service qu'on veut apporter à nos clients aujourd'hui. Vous constatez, Marie-Laure Ripoche, des différences entre, par exemple, des tailles d'entreprise ou des métiers spécifiques d'entreprise dans les grands enjeux qui ressortent? Alors je dirais que les PME, d'une manière générale, ont besoin d'avoir vraiment un accompagnement plus complet, puisque évidemment elles ont moins de ressources. C'est en plus en ce moment difficile de trouver des ressources sur le marché chez nos clients comme chez nous, sur ces sujets en mode hybride, cloud, etc. Donc elles ont vraiment besoin qu'on puisse leur proposer tout le cycle de A à Z, ce qui est plus facile aussi quand on est sur des petites équipes. Pour les plus grands comptes, il y a en général des équipes projets beaucoup plus importantes. C'est là où, ce que tu disais par exemple, Hamid, le côté ouvert et la discussion vraiment en mode solution avec plusieurs partenaires pour nous est important, puisque là les projets sont beaucoup plus complexes. On peut s'appuyer aussi sur un écosystème de partenaires qui a des compétences particulières qu'on n'aurait pas. Donc on est nous aussi quelque part ouverts, comme vous l'êtes, sur des collaborations avec des expertises autour de la cybersécurité, même si évidemment on a des compétences aussi en interne, mais des expertises particulières sur certains déploiements, sur d'autres technologies. Donc nous aussi on est ouverts, mais c'est vrai que la PME va avoir envie d'avoir finalement un package via peut-être une plateforme. On a une plateforme qui s'appelle Bechley Cloud, en fait, qui permet vraiment à la fois l'accompagnement service, la transaction de la licence et beaucoup de flexibilité. Un grand compte, il va pouvoir se projeter différemment. C'est pas le même type de contractualisation, c'est différent, mais pour autant, il a besoin d'un accompagnement avec plusieurs partenaires et d'avoir une gestion de projet réelle finalement de manière objective par rapport à son besoin. Les collectivités et secteur public, c'est encore un autre sujet. Ils ont été un petit peu lents au départ à aller vers les solutions hybrides cloud, mais là on a vu une accélération très importante et là leur challenge il est plus dans la rédaction de leur cahier des charges, parce que là aussi il y a des manques parfois de ressources. Encore une fois, ce n'est pas un sujet en fait d'investir sur des ressources, mais c'est qu'en France il nous manque aussi finalement des headcounts, et on en parlera peut-être tout à l'heure. Il faut, je pense, travailler aussi sur la jeunesse et ouvrir nos portes en fait aux jeunes pour qu'il y ait plus de ressources sur le marché français pour accélérer cette transformation digitale des clients français.
Parce que là encore, l'humain est important. Il nous faut des personnes pour faire le job. Pour faire le job et du coup pour favoriser l'adoption aussi. Exactement. On peut en parler maintenant, puis on parlera de la sécurité après. De toute façon, les deux sujets sont tout aussi importants. Je regarde également en même temps les réactions, un petit peu sur vos réactions sur cette table ronde. Il y a des réactions sur le télétravail essentiellement. On y reviendra un petit peu à la fin, puisque des questions peut-être un petit peu philosophiques sur la différence d'approche du télétravail entre le marché français ou le marché anglo-saxon. Vous pourrez nous dire un petit peu ce qu'il en est dans des grandes entreprises américaines. L'adoption, Hamida Itabush, c'est, j'imagine, on crée une solution pour qu'elle soit utilisée finalement. Et on crée une solution pour qu'elle soit utilisée. Puis quand on est seul chez soi et qu'on doit utiliser la solution qui nous a été donnée qui nous a été donnée par la DSI, on n'a pas forcément un formateur qui va être derrière nous en continu. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui pour les entreprises et pour les collaborateurs. Absolument. Et d'ailleurs, ce sujet, en fait, a une origine bien en amont. C'est-à-dire que lorsqu'on décide de mettre en place ce type de transformation, l'accessibilité, la facilité d'utilisation sont des paramètres qui vont être déterminants sur, la capacité de l'utilisateur à se l'approprier, et bien entendu, dans le fil conducteur, comment on va s'assurer que la mise en place de la solution va être faite sur le bon timing prévu initialement, et qu'ensuite on puisse déployer. C'est là où on a besoin à la fois d'humains et de partenaires, et d'avoir des équipes qui sont transverses, parce qu'on doit accompagner l'entreprise. Alors c'est plus compliqué dans les grandes organisations, pour reprendre la question que vous posiez tout à l'heure, mais on doit effectivement pouvoir les accompagner. Et cet accompagnement, en fait, il est fait de l'implémentation, il est fait de l'exploitation, mais également de la formation A. Comment effectivement je forme mes utilisateurs lorsque ces outils sont vraiment orientés utilisateurs, parce qu'on en a un certain nombre qui sont des moyens d'accéder. Pour lequel la technologie elle-même se doit d'être le plus simple possible. Il faut que ce soit transparent. C'est-à-dire que je prends mon device, ça peut être une tablette, ça peut être mon ordinateur portable, je l'ouvre, je me connecte. Il y a énormément de choses qu'il est nécessaire d'avoir implémentées pour que ça fonctionne correctement, mais d'un point de vue utilisateur, j'aurais gagné si ça c'est transparent. Après, d'un point de vue utilisateur, quand je dois effectivement utiliser les 70-80% restants de Teams, il est nécessaire effectivement d'avoir... ce que je peux faire dessus, tout simplement. Exactement. Et donc un process qui permet d'y aller petit à petit. Parce que former tout de suite sur les 100%, c'est pas la peine, on n'y arrivera pas. Par contre, effectivement, à mesure que l'on ouvre des cas d'usage complémentaires ou des volets de développement, effectivement, on va élargir un petit peu le spectre fonctionnel qui permettra aux utilisateurs d'adopter cette technologie. Je pense que le maître mot, c'est, on le disait, l'adoption. L'adoption d'un point de vue IT, pour qu'effectivement la technologie qui est mise en place puisse être déployée de façon pertinente et qu'ensuite elle puisse être utilisée par ceux, donc les collaborateurs, qui sont censés en tirer bénéfice. Et là, il y a effectivement une nécessité de la part de nous, éditeurs. On se doit effectivement de mettre en place des solutions qui sont simples et attractives. Et puis après, effectivement, par les partenaires et par l'entreprise elle-même. Tu parlais de change management. Dans une transformation telle que celle-ci, c'est un pan qui est l'un des triptyques, j'allais dire, indispensables à la réussite du projet. Si on n'accompagne pas, non pas la révolution, je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de dire on travaillait comme ça hier, on va complètement changer, ce sera comme ça demain. Mais on est obligé effectivement de façon progressive, de le faire de façon progressive, de tenir compte de l'historique. Il y a un existant, il y a un héritage dont il faut effectivement, avec lequel il faut travailler, et donc il faut être capable d'accompagner pour que le collaborateur se sente le mieux possible en capacité d'utiliser les nouveaux outils et pour ce qu'ils se permettent d'apporter. Alors il y a un dessin qui arrive maintenant, qui est là. Donc j'ai changé le nouveau rôle du DSI, une nouvelle approche. Je capitalise pour demain. Budget, donner du sens, aide au succès du client. On devrait peut-être faire des fiches avec ces dessins. Finalement, on les donne au DSI. Il y a tout ce que vous nous dites depuis tout à l'heure. Agnès Van de Waal, donc Hamida Itabush nous a donc expliqué que finalement, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, que le meilleur moyen de favoriser l'adoption, c'est d'aller sur les usages les plus évidents, les usages les plus essentiels aussi, et ensuite d'ouvrir petit à petit aux nouveaux cas d'usage
qu'on aurait développés pour les collaborateurs, mais qui sont peut-être qui nécessitent un peu plus de formation ou autre pour s'assurer finalement de l'usage d'un outil. C'est comme ça que vous envisagez l'adoption, notamment de Teams ou d'autres solutions? Oui, tout à fait. Notre approche chez Microsoft, en fait, est une approche plateforme. Toutes nos solutions sont liées les unes aux autres. Aujourd'hui, tout le monde utilise Office 365. Je pense qu'on a une pénétration à plus de 96% dans toutes les entreprises sur le marché français. Donc tout le monde est sur la suite Office, etc. C'était extrêmement important de pouvoir très facilement passer d'Office 365 à Teams, de l'intégrer complètement avec son Outlook. Certains vont préférer continuer à aller voir leur mail, d'autres ne communiquent que via la plateforme collaborative Teams. Et en fait, en fonction de la maturité du collaborateur, on peut faire évoluer en fait cette notion d'usage. Donc ça, c'est très important. Et pour les DSI, ils le faisaient déjà avant et ils le font de plus en plus maintenant dans cette période post-Covid, c'est travailler de manière très étroite avec les métiers. Parce qu'en fait, vous avez une équipe marketing qui peut avoir des attentes différentes au niveau de leur collaboration qu'une équipe donc en amont, humaine, finalement, avant même d'équiper. Voilà, c'est ça. Donc c'est d'abord faire un audit, réfléchir à où en est la maturité de chacune des équipes, quelles sont leurs priorités aujourd'hui dans leur travail, court terme, moyen terme, long terme, et de faire une sorte de déroulé, un planning de cette transformation. Ça veut dire, si je comprends bien, que du coup, on ne va pas équiper une solution, on ne va pas prendre une solution pour l'entreprise, mais on va regarder au niveau des métiers, finalement, comment est-ce qu'on peut l'adapter, même si on prend la même solution? C'est important d'avoir une solution unique. On ne croit pas trop à la théorie des lasagnes chez Microsoft, c'est-à-dire c'est structurant. Plus vous avez de solutions venant d'univers différents, plus vous avez un risque, plus c'est compliqué à intégrer, plus etc. Donc le paramétrage est important, donc d'où l'importance d'avoir une solution qui soit ouverte à d'autres éditeurs pour pouvoir justement les intégrer, mais d'avoir une clé d'entrée pour mieux, encore une fois, sécuriser son système d'information et puis une facilité encore de prise en main du collaborateur. Mais après, l'outil est tellement vaste que chacun peut aller à son rythme dans cette prise en main. Donc dans toutes les séquences de formation, d'aide à l'utilisation, on prendra en compte en fait d'où on vient, d'où on part, où est-ce que l'on veut aller. Et puis on croit beaucoup à la théorie des petits pas. On apprend, on répète, petit à petit. C'est comme avec un enfant, comme ça nous rappelle nos formations scolaires, mais c'est vraiment ça. C'est en l'utilisant au quotidien que finalement, petit à petit, on prend la pleine puissance de l'outil. Et puis il y a beaucoup aussi maintenant de façons de le faire avec de la gamification. C'est pas forcément très rébarbatif. Il y a plein de façons de pouvoir progresser dans son usage. Marie-Laure Ripoche, j'imagine que quand vous échangez avec les entreprises, la question de l'adoption est une question qui revient forcément? Oui, parce que c'est un projet qui va être très structurant pour l'entreprise, d'une part, et très structurant pour des services, puisque chaque service va sans doute utiliser différemment les outils qui sont mis à disposition, en ayant quand même, bien sûr, cette base commune à toute l'entreprise. Donc c'est systématiquement, en fait, une discussion qui vient au moment du projet où on dit c'est très bien, je comprends bien les différents types de solutions, les différents types de contrats, comment vous pouvez m'aider, mais moi, comment je fais derrière pour m'assurer que finalement, il y a cette adoption au niveau de l'entreprise. Et là encore, on y va nous aussi, pas à pas, où on a un accompagnement, on va dire, qui peut être assez standardisé pour démarrer, où on va réaliser des workshops assez simples, assez basiques, une demi-journée, une journée. Et puis après, toujours, en fait, cette démarche qui est la nôtre chez Bechley Comsoft, c'est d'écouter nos clients, je le disais tout à l'heure en introduction, et derrière d'être capable de faire du cas par cas, c'est-à-dire de dire, vous, monsieur le client, par rapport à votre besoin particulier, on va vous monter une offre d'accompagnement et d'adoption particulière. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a au sein de Bechley Comsoft aussi des clients qui sont fidèles depuis des années. Donc on gagne du temps puisqu'on connaît aussi leur activité, on connaît la situation d'où ils partent, peut-être les freins d'une certaine manière que peuvent rencontrer les DSI. Et finalement, on est là pour faire en sorte que ces DSI soient en réussite par rapport au projet. C'est très intéressant aussi et c'est un gros challenge pour l'ensemble de nos équipes parce qu'ils sont amenés à discuter avec d'autres métiers en fait, qui n'avaient pas forcément l'habitude de rencontrer dans les discussions il y a encore 3 ou 4 ans. Et donc c'est aussi un changement de mindset, comme on dit, au niveau de nos propres équipes. Ça veut dire que nous aussi, on s'assure de l'adoption, on utilise nous-mêmes les technologies et on avance vraiment par rapport à cette nouvelle démarche. Mais
Mais c'est vraiment une nouvelle ère en fait, qui démarre pour nous par rapport à ce changement au niveau des DSI et donc des directions générales des entreprises. Et c'est vrai que pour parler plus de votre activité à vous, Marie-Laure Ripoche, du coup on sort d'une relation vendeur-acheteur ou conseil-acheteur pour rentrer dans une relation entre guillemets, je t'équipe et puis je m'assure que ça fonctionne sur le long terme et que ça sert la valeur de ton entreprise finalement. Exactement, et que derrière, je serai toujours présent pour accompagner en fait l'évolution aussi des besoins de l'entreprise en ayant cet existant, mais en ne repartant pas, comme on le disait tout à l'heure, un pas en arrière, mais plutôt en étant en avant, et aussi partager avec nos clients des nouvelles possibilités, parce que la connaissance du client fait que eux-mêmes peut-être auraient des freins ou ne seraient pas forcément suffisamment focus, on va dire, sur des évolutions, parce qu'ils ont leur propre métier, hein, c'est pas leur corps activité, on va dire, l'IT. Donc on est là aussi en mode, on va dire, accompagnement, information, partage. On fait énormément de webinars, je le disais, de workshops, en plus vraiment du service d'accompagnement qu'on délivre chez les clients. Et on a toujours énormément de succès avec plusieurs centaines de personnes qui participent, parce que c'est aussi une très bonne source d'information pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc oui, finalement, si vous voulez, notre rôle, c'est toujours quelque part d'avoir un coup d'avance peut-être par rapport même à certains besoins de nos clients. Et c'est pour ça que la proximité avec vous, VMware et Microsoft, est essentielle. Et c'est pas toujours facile de vous suivre d'ailleurs dans les technologies, parce que ça va très très vite. L'innovation, je ne sais pas si elle va trop vite, mais en tout cas, c'est ce qui est super intéressant pour nos équipes, c'est qu'on est toujours challengé sur le fait d'aller à la même vitesse que vous, c'est-à-dire qu'on doit sans cesse avoir les meilleurs niveaux de certification, avancer, être dans la connaissance, avoir cette proximité, cette connaissance. Encore une fois, ça va très très vite, mais c'est ce qui est passionnant en fait dans notre secteur d'activité, notre métier. C'est un vrai challenge, et c'est vrai qu'on demande beaucoup d'agilité et de capacité en fait à nos collaborateurs pour suivre la tendance, mais on est bien accompagné par VMware et par Microsoft sur ce sujet-là, parce qu'on a énormément de possibilités justement de se former via les outils que vous nous proposez aussi. Mais c'est vrai que c'est un challenge, mais c'est le challenge de notre industrie. Et je pense que les clients aussi prennent pas mal d'autonomie et sont assez en avance en fait. Ils veulent avoir de l'agilité par eux-mêmes. On a vu émerger nous un phénomène de ce qu'on appelle le low-code, no-code, en fait, qui donne aux métiers la possibilité de développer eux-mêmes leur application, même s'ils ne sont pas développeurs. C'est-à-dire qu'avec notre offre Power Apps et Power Platform, ils peuvent développer leur application très rapidement parce qu'ils ont besoin d'une application pour surveiller les notes de frais, pour le retour au bureau, voir combien le taux d'occupation par étage, etc. Donc le partenaire, comme Comsoft, les accompagne à la conceptualisation de ce développement, mais après, ils sont complètement autonomes pour le faire. Ils sont plus agiles, ils ne dépendent pas, encore une fois, de longs, parfois développements comme il pouvait y avoir dans le passé, et ça, c'est extrêmement attendu. Donc cette prise en main, finalement, par moi-même, de mes attentes, tout en me servant de socle technologique et de mon partenaire qui va m'aider dans ce change et dans cette intégration, c'est extrêmement intéressant de voir cette prise d'autonomie aussi. Alors, on a un dessin qui arrive également. J'imagine que voilà, à l'adoption, adoptez-moi. On progresse par petits pas. On va prendre les quelques questions qui arrivent dans quelques instants. N'hésitez pas à en poser. Juste avant, il y a quand même un thème qu'on a abordé en fil rouge de cette table ronde, mais qu'on n'a pas abordé spécifiquement. Hamida Itabouche, c'est la question de la sécurité. Et c'est une question que se pose le DSI. Et j'imagine que quand le DSI va voir la direction générale, c'est une des premières questions qu'on lui pose également. Du coup, comment garantir finalement la sécurité de ces solutions logicielles et surtout, comment le DSI peut se montrer rassurant sur le sujet ? Alors, vous avez raison de le dire, parce que en fait, la question, elle est plutôt du top-down. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui sont sur le bureau des directions générales des entreprises aujourd'hui. On le disait tout à l'heure avec les hackings, avec... le risque du ransomware, c'est quand même de devoir payer à un moment ou à un autre, même si on ne donne pas de conseils sur le fait de payer ou pas. Mais ça, par contre, c'est un sujet qui relève de la direction générale, effectivement. Il y a deux impacts, l'un qui est financier, l'autre qui est de réputation. Donc, effectivement, oui, c'est déterminant. Et donc, c'est pour ça aussi que ce mandat, il est permanent, il est même, j'allais dire, peut-être prioritaire lorsque le DSI doit établir sa feuille de route. Alors, comment faire ? C'est-à-dire, historiquement,
Alors chez VMware, la sécurité est un domaine qui est adressé depuis de très nombreuses années, que ce soit dans le data center ou sur l'accès aux applications et sur la protection des devices, des appareils eux-mêmes avec lesquels on se connecte. Et donc en fait, ce que la situation d'aujourd'hui a un peu changé, c'est l'appréciation et la façon dont on le présente. C'est-à-dire que avant, on présentait plutôt par briques fonctionnelles. Je disais tout à l'heure qu'il pouvait y avoir un projet de sécurité quelque part qui allait demander la mise en place d'un firewall ici, solution de load balancing, d'équilibrage et éventuellement d'antivirus nouvelle génération, etc. Aujourd'hui, on est beaucoup plus, lorsqu'on adresse une transformation de ce type, à se dire quels sont l'ensemble des composants que je vais devoir mettre et comment je m'assure que chacun de ces composants, de bout en bout, sont effectivement sécurisés. Donc il faut qu'il y ait de la sécurité partout, finalement. Et c'est un peu, alors chez VMware, on appelle ça la sécurité intrinsèque, c'est-à-dire qu'on considère que par défaut, les solutions technologiques, alors qu'elles soient celles dont je parlais tout à l'heure, de postes de travail virtuels, qui soient dans le cloud ou dans le data center, ou notre outil qui permet de gérer l'ensemble des devices qui sont utilisés pour accéder à tout type d'informations, on considère que par défaut, ceux-là doivent être sécurisés en termes d'authentification. Qui se connecte à quoi? Est-ce que celui qui se connecte a droit à tel ou tel type d'application? Comment je m'assure de mettre à disposition un accès qui soit sécurisé, et pas uniquement VPN, mais dont je m'assure de sécuriser le flux et de sécuriser également les données qui vont être en bout de chaîne. Comment, en complément de cela, je m'assure que si jamais il y a une attaque quelle qu'elle soit, je puisse y répondre rapidement, 2, je puisse être suffisamment informé pour être capable d'anticiper et de répondre à d'éventuelles nouvelles attaques. Et donc ces éléments-là font partie aujourd'hui, de tous les projets que l'on adresse avec nos clients, mais 2, et c'est le plus important, de nos solutions. Ce qui veut dire ça doit être intégré dans les solutions logicielles directement, finalement. Ça fait partie effectivement du package, entre guillemets. VMware, donc depuis quelques temps, en fait, a redéfini un petit peu le panorama et la vision d'adresser la transformation digitale de ses clients. Et aujourd'hui, on parle d'Anywhere Workspace. Le Anywhere Workspace, en fait, c'est bien cela. C'est-à-dire de dire, je dois être capable de fournir l'accès aux applications, aux données de l'entreprise pour tous les collaborateurs, en garantissant quelque chose de simple, mais aussi et surtout de sécuriser dans l'accès et de fluide dans la connectivité. C'est-à-dire que je peux très bien être sécurisé, mais si je mets 4 heures à accéder à l'information, forcément j'ai une expérience utilisateur qui n'est pas la bonne. Donc la sécurité, effectivement, fait partie aujourd'hui de façon intrinsèque de la solution qui est proposée à nos clients. C'est des grands enjeux quand même, hein. Environnement hybride, rapidité, fluidité et en même temps sécurité qui peut aller à l'encontre finalement de ces premiers enjeux. Rapidement, Agnès Van de Waal, sur la question de sécurité aussi, donc intégré directement en fait dans la solution. Comme le disait Hamid, j'aimais bien son terme intrinsèque. Enfin, nous, c'est le socle fondateur de toutes nos solutions, que ce soit celle sur Azure, donc dans notre cloud de productivité, donc avec M365, ou aussi dans nos applications métiers avec Dynamics 365. Vous retrouverez le même socle de sécurité qui est commun. Donc dès la conception de nos offres, la sécurité est complètement intégrée. Sans concession, on doit avoir le même niveau de sécurité que vous soyez on-prem, donc à domicile, on va dire, ou dans le cloud. Et ça, c'est vraiment important. Et puis un point à ne pas négliger, c'est qu'au-delà de toutes ces solutions, donc, qui doivent être simples, encore une fois, et uniques, parce que c'est encore une fois, empiler différentes solutions de sécurité, il n'y a rien de pire pour ne pas être sécurisé, finalement. Bien sûr, oui, ça fait autant de brèche, finalement. Voilà, c'est ça, c'est beaucoup plus complexe. Il y a encore une fois la formation du collaborateur qui est clé. Parce que souvent, la faille de sécurité, c'est le collaborateur par lui-même. Ça commence par là. Qui ne part pas d'une mauvaise intention, mais qui va tout d'un coup utiliser, on va dire, un outil de social media grand public pour passer une information qui peut être confidentielle et qui donc se retrouve hors d'un périmètre sécurisé. Donc il y a tout aussi cette utilisation de flaguer ses communications personnelles ou professionnelles, de savoir isoler les environnements et puis d'avoir les bons réflexes, et qui est aussi de la responsabilité du DSI, encore une pour les DSI, mais qui est... Il en a des responsabilités, ce DSI. Et encore une fois, les entreprises ont énormément progressé dans ces dernières années, parce qu'on a été confrontés donc à cette évolution exponentielle des crises de sécurité, et je pense qu'aujourd'hui, c'est en top priorité de toutes les entreprises.
Il nous reste quelques minutes. Vous avez posé plusieurs questions. Alors, il y en a qui sont, auxquelles on a déjà répondu sur le chat. Il y en a une à laquelle on n'a pas répondu. Je vous la pose rapidement. Pourquoi en France, le télétravail pose débat alors que dans les pays dits anglo-saxons, cela est dans les habitudes de travail. On sort des solutions logicielles. Est-ce que le télétravail pose débat? C'est une question. Est-ce que c'est toujours un débat aujourd'hui en France? Peut-être plus. En revanche, est-ce que les pays anglo-saxons étaient peut-être un petit peu plus en avance? Est-ce que du coup, vous avez vu dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez une anticipation peut-être de ce workspace hybride? Peut-être Agnès Van de Waal, pour commencer rapidement, on a quelques minutes. Il y a une vraie accélération du télétravail. Alors pourquoi en France ça met peut-être un peu plus de temps? Parce qu'on avait un peu cette spécificité en France de dire que vous êtes productif si on vous voit sur votre lieu de travail. Vous savez, il y avait le fameux principe de tu dois faire tes horaires, sinon c'est que tu ne travailles pas. Peut-être un manque de confiance aussi dans son collaborateur, de se dire si je ne le vois pas, mais que fait-il, qui a tendance à vraiment s'éliminer parce que justement des outils collaboratifs permettent d'établir le bon niveau de confiance et puis de comprendre qu'on peut se connecter de partout, travailler de partout, pas forcément de chez soi ou dans son lieu de travail. Vous pouvez être aussi dans un espace de coworking, dans un aéroport, bientôt, on espère, dans les transports. Et c'est ça qui offre une vraie flexibilité finalement à l'entreprise. Et puis, elles ne vont pas trop avoir le choix en fait aujourd'hui parce qu'on a les nouvelles générations qui arrivent et les fameux YZ là, jeunes qui arrivent, eux, ils ne conçoivent pas le principe du 8h à 19h dans son lieu de travail. Ils sont productifs, ils sont là pour donner une tâche, d'où qu'ils soient. Et là, c'est sûr que les pays anglo-saxons avaient peut-être un temps d'avance, mais on les rattrape très très rapidement. Oui, et puis je crois aussi, là, pour parler même d'expérience vécue, je pense que encore une fois, cette crise sanitaire a ouvert une brèche quelque part dans la communication au sein des entreprises, qui est quelque chose de très positif parce que là encore, on est dans l'équilibre de proposer en fait des outils modernes, une manière de travailler différente, en protégeant aussi finalement les salariés. Tous les salariés ne sont pas égaux par rapport à leur capacité à travailler en télétravail, leur espace de travail personnel, et donc ça a ouvert beaucoup de communication et de solutions finalement qu'on n'imaginait pas possibles. Je rejoins ce que tu disais par rapport à la confiance, à la communication. Là aussi, la technologie nous permet en fait de manager à distance, et on doit d'ailleurs, et c'est aussi je pense un investissement qu'on doit faire dans les entreprises, on doit former nos managers justement au management à distance, parce qu'eux-mêmes peuvent ressentir une certaine pression finalement n'ayant pas leurs équipes à côté d'eux, donc ça fait partie de tout le change, tout l'accompagnement qu'on peut avoir. Mais moi je suis persuadée aussi que la France en tout cas se modernise de ce point de vue-là, en gardant quand même un équilibre pour permettre à chacun aussi d'avoir l'équilibre dans la vie privée. Moins de transport, mais aussi une protection de la vie privée, parce qu'on ne travaille pas non plus jusqu'à 23h tous les jours. Oui, avoir le droit à la déconnexion. Et le fameux droit à la déconnexion qui n'est peut-être pas présent ou aussi ouvert dans certains autres pays. C'est vrai que je pense que c'est une richesse. Donc, encore une fois... Amit Aïtabouche, ça a besoin de s'équilibrer. Je pense qu'il y a une vraie différence, on le disait, entre le avant et après. C'est-à-dire qu'on a démontré que c'était faisable, on a démontré qu'on pouvait faire confiance aux collaborateurs, qu'ils étaient productifs, que ça fonctionnait. On s'est rendu compte que la technologie permettait effectivement de faciliter ce travail. Et les entreprises elles-mêmes, d'ailleurs, on s'en rend compte. On a participé pas mal de réunions avec certaines grandes entreprises qui, aujourd'hui, découvrent possible l'attraction de nouveaux talents, parce qu'elles sont dans des zones peut-être un petit peu plus retirées de la France. Et avant, quand on n'était pas Paris, région parisienne, ou dans les grands pôles du sud-est, par exemple, du sud-ouest, c'était assez compliqué de pouvoir attirer les talents. Aujourd'hui, ça devient possible. Pourquoi ? Parce que la présence au bureau, elle sera plus indispensable. Donc, il y a aussi cette démarche, j'allais dire, positive, qui est infléchie aussi de la part des entreprises. Je trouve ça plutôt positif. Merci beaucoup à tous les trois. Amit Aïtabouche, directeur Digital Workspace chez VMware France, Agnès Van de Waal, directrice division partenaire et start-up chez Microsoft, et Marie-Laure Ripoche, présidente de Bechley Comsoft. Merci à vous de nous avoir suivis en direct pour cette table ronde, et restez avec nous puisqu'on enchaîne dans quelques instants avec un workshop qui vous est proposé par Adobe.